Le salon Rétromobile, c'est l'événement incontournable des passionnés de voitures. Il attire des amateurs, des professionnels et des curieux du monde entier. Nous allons proposer à Rétromobile d'augmenter et d'améliorer leur stratégie digitale et d'influence pour que l'événement physique Porte de Versailles en février prenne toute son expérience et qu'elle développe un modèle unique, expérientiel et numérique. Bonjour à toutes et à tous. Donc Valentine et moi-même, Loïc, on va vous présenter notre présentation sur Rétromobile. Donc comme vous le savez tous, depuis plusieurs années, Internet est arrivé dans notre vie, a changé notre mode de communication, que ce soit en interne ou en externe. Et dans le milieu de l'événementiel, ça a aussi impacté. Pour les salons, quand Internet est arrivé, les organisateurs se sont posé la question, ils se sont dit, est-ce que Internet va réduire la clientèle des salons? Et en fait, quand on regarde les salons aujourd'hui, on s'aperçoit que pas du tout. Il y a toujours une forte popularité, une forte clientèle. Et aujourd'hui, quand on vit dans un monde digital avec une présence digitale et une grosse communauté digitale autour de nous, on s'est posé la question, c'était comment développer la stratégie digitale et d'influence pour le salon Rétromobile. Donc je vais laisser la parole à Valentine qui va vous présenter d'abord le contexte. Donc Rétromobile, c'est le rendez-vous des passionnés de voitures de collection. C'est des amateurs, des professionnels, juste des curieux qui viennent du monde entier et qui veulent vraiment se retrouver sur un lieu unique parce que c'est une fois dans l'année à Porte de Versailles. Et pour ça, les exposants veulent venir découvrir un endroit d'exception avec une expérience exceptionnelle et avec le digital. On transmet un certain message et sur place, on s'est dit le digital existe pour Rétromobile et sur l'événement, on le retrouve que très peu et cette synergie est un peu manquante. Avant de débattre sur le diagnostic stratégique et pour vraiment voir nos recommandations, on va vraiment vous présenter qui sont les profils des passionnés. Donc ce sont des hommes, donc c'est un milieu très masculin, avec un âge moyen de 55 ans et l'origine de leur passion vient de eux-mêmes. Ça vient d'eux-mêmes parce qu'ils l'ont développée par eux-mêmes, ça n'a pas été une influence extérieure, ils veulent la développer et ils veulent assouvir cette passion en allant régulièrement sur les réseaux sociaux, en cherchant une information sur les blogs, sur les sites spécialisés et aussi sur la presse. Pour connaître aussi le profil des passionnés, tous les passionnés ne sont pas fans d'une seule et même voiture, d'un seul et même modèle. C'est vraiment très compliqué et un peu complexe de décerner ces cibles-là. Donc, pour aussi savoir qui sont-ils et vers quoi ils s'orientent, il y a trois époques de voitures qu'on peut catégoriser. Donc, il y a les passionnés qui sont plus orientés sur les voitures des années 60 et 80. Des voitures près de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 60. Et il y a les Youngtimers qu'on appelle, ce sont les voitures Young qui ont été construites après les années 80. Grâce à ce modèle, on en connaît un peu plus notre profil, on va pouvoir continuer à avancer dans notre démarche, mais on ne peut pas parler de profil de passionné si on ne peut pas parler que Porsche est la première marque favorite, que Jaguar se passe en deuxième position et que Citroën en troisième. Pour faire le lien entre nos profils d'abonnés, donc dans une analyse très globale, on a voulu savoir quel était leur comportement et leur consommation Internet, mais aussi en offline. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver notre cible? On la retrouve sur les magazines et sur l'Internet, la publicité, le mobile, le social. Ici, on a défini des personas. Les personas, ce sont des cibles imaginaires qui représentent globalement notre cible pour savoir qui est-il. On a pu discerner trois types de personas. Donc les 30 à 60 ans sont des profils qui sont plus ou moins très intéressés par les magazines spécialisés et pour construire nos recommandations futures et vraiment comprendre au global quelle est et comment allons-nous toucher notre cible, on a vu que le parcours était similaire pour les deux premiers. Nos profils vont vraiment aller sur un magazine, puis s'orienter sur Internet pour avoir des informations. Pour les récupérer au niveau orientation, c'est-à-dire qu'ils ont pris connaissance, mais pour essayer de les ramener, on va leur mettre de la publicité, donc du display sur le digital et de la publicité dans les magazines. Pour ensuite les diriger doucement sur les sites internet et sur le mobile, parce que certes, certains ne sont pas pro-mobile, mais aujourd'hui tout le monde sait l'utiliser, et justement s'ils veulent l'utiliser, c'est pour une recherche spécifique, parce que le secteur est très spécialisé, et ils vont chercher quelque chose vraiment pour le trouver. Donc, on a pu remarquer que pour ces deux premières personas, les Back to Awareness, c'est vraiment la conscience et sur quoi on va pouvoir, on a vu l'ouverture, c'est vraiment jouer sur le display, le mobile et le social. Pour notre type de profil, qui est plus de 60 ans, mais qui est aussi international, c'est un peu plus compliqué de l'impacter, mais les magazines sont toujours là pour nous fournir un contenu, pour nous fournir un support, pour vraiment mettre en lien et essayer de toucher et d'impacter
notre cible. Aussi avec la publicité, le site internet et le mobile, on ne met pas le social parce que ce serait vraiment un grand pas pour lui, c'est vraiment la spécificité d'un contenu à un moment précis qu'il va rechercher. Les réseaux sociaux, il y en a plusieurs, du contenu vraiment divers et variés. Donc ce serait vraiment s'orienter sur le site internet pour qu'il trouve son information directement et le mobile parce qu'il est aussi très user mobile. Pour continuer dans cette démarche, on a réalisé un diagnostic stratégique et on a voulu comprendre le marché. Donc on connaît maintenant notre cible, on connaît le profil et le comportement de nos personnes. Donc avec le diagnostic stratégique, on s'est orienté sur quels étaient les bons points, les points d'amélioration, les opportunités qui arrivaient, mais sans oublier quelques points faibles et qu'il est important de prendre en compte. Dans les premiers points, on a vraiment vu que la présence digitale de tous les concurrents directs de Rétromobile, c'est présent. Ils communiquent avant le salon pour faire la promotion, pendant le salon pour l'activité, et post-salon, c'est un peu une clôture, mais ça arrive à un certain moment où les salons concurrents arrive à un moment où il y a une absence de publication pour préparer la nouvelle édition et la communication revient pour promouvoir la nouvelle édition. Et donc, ils utilisent toutes sortes de plateformes, Facebook, Instagram, Twitter. La stratégie n'est pas encore très bien fondée, mais elle existe, elle est pertinente et c'est un axe d'ouverture pour nous sur lequel on a voulu vraiment découvrir. On s'est dit, sur ce point-là, on est d'accord. En point d'amélioration, on a pu remarquer que l'ensemble du marché, c'est des profils très masculins, un environnement très élitiste et la compréhension des visiteurs est très complexe, comme on a pu le voir un peu en début de présentation. Définir ses cibles, c'est quand même compliqué parce qu'une personne qui va aimer Porsche va aimer la Porsche 912, mais l'autre va aimer la Porsche 911. Quelqu'un va aimer Mercedes, mais je vais aimer ce modèle de Mercedes-là pour ces courbures-là avec ce type de phare. Donc avec cette passion, on a vu que il fallait accentuer la compréhension de nos clients et de nos auditeurs, audiences, que ce soit physique ou online. Donc il fallait amener de la personnalisation et de la fidélisation. Et aujourd'hui, ne pas s'orienter sur une campagne multicanale pour que ce soit indépendant les uns des autres, c'est vraiment réunir en faisant des stratégies cross-canal et en utilisant les influenceurs qui aujourd'hui représentent une stratégie très importante. Au niveau des opportunités, comme on l'a pu le voir, le digital est ouvert, les concurrents l'utilisent, mais sans avoir une synergie entre l'événement physique et l'événement digital, ce qui nous a poussé à nous dire que sur ces deux aspects-là, un axe s'ouvre qu'on va définir un peu plus tard. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le marché est quand même très spécialisé, que de nouveaux concurrents arrivent, notamment dans la presse spécialisée. Le contenu, c'est quelque chose qui va pouvoir engager la communauté pour la fidéliser, pour lui dire « je suis le référent, je veux devenir le leader, c'est vers moi qu'il faut se tourner ». Donc c'est vrai qu'il faut faire attention parce que beaucoup de contenu, beaucoup de spécialistes arrivent aussi sur le marché. Les trois axes qu'on a pu retrouver, donc grâce à l'ensemble et à l'étude de la concurrence, à l'étude des marchés, des pratiques digitales, on a voulu s'orienter sur un diagnostic stratégique sous forme de radar avec trois axes principaux. Mesurer la mesurabilité du contenu et l'interaction, donc mesurer le nombre de la communauté, donc le nombre de posts, le nombre de clics, le nombre de j'aime, le nombre de partages, de commentaires, savoir quel était l'état des lieux actuel. Et les interactions, certains répondent directement à leurs fans ou certains fans posent des questions et d'autres fans s'engagent. Donc c'est quand même un aspect très important à savoir pour comprendre est-ce que la communauté est existante et vraiment active. La temporalité, donc c'est-à-dire la récurrence des publications, la promotion, d'accord, les 4 mois avant à peu près, pendant le salon et qu'est-ce qui se passe après. Donc, comment se positionne Rétromobile et les concurrents sur ce marché, et la synergie entre l'événement physique et les canaux digitaux, comment concilier les deux plutôt que de le faire un peu comme un multicanal, chacun de son côté, puis ils se retrouvent dessus. On a réalisé le diagnostic stratégique sous forme de radar, comme je vous le disais, où on remarque que Rétromobile a vraiment un équilibre, c'est-à-dire il s'est positionné sur le digital et a réussi à équilibrer ses points sur ces trois axes. Au niveau de la mesurabilité, donc sa communauté est importante avec plus de 29 000 personnes sur Facebook. On a scoré d'une échelle pour l'intensité, c'est-à-dire quelle était l'intensité de leur nombre de followers sur Facebook et puis sur les autres réseaux sociaux. La synergie online et offline est un peu moindre, mais elle est existante avec le paiement en ligne, avec le mobile pour avoir son billet, pour vraiment communiquer et partager, les lives qu'ils font durant le salon, et la récurrence des publications. On a pu mettre en avant deux concurrents vraiment très importants. C'est le salon Auto et Moto d'Epoca d'Italie, qui a un point d'avance sur l'équilibre que Rétromobile a pu faire, c'est sur la récurrence des publications. Ils ont posté avant, ils ont posté pendant.
Et après, certes, c'était moins important, l'activité était moins importante, mais ils ont pensé à leur communauté et ils ont continué à publier toute l'année des événements qui n'étaient pas le leur, mais qui retransmettent des informations. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à augmenter de plus en plus leur communauté et de l'engager. Au niveau, pour Époque Auto de Lyon, lui se différencie sur l'axe de la mesurabilité du contenu et de l'interaction, c'est-à-dire que le nombre de partages, le nombre de posts, le nombre de réactions à leurs publications, que ce soit vidéo, photos, les jeux concours ou les promotions, était plus important et que l'organisateur postait, mais que les internautes postaient également sur le Facebook pour la communauté et qui répondaient également à leurs commentaires. Donc pour finir ce diagnostic, on s'est basé sur vraiment ces 3 axes qui nous a permis de comprendre le marché et proposer des recommandations spécifiques. Du coup, pour les diverses recommandations, tout d'abord pour la temporalité, comme Valentine l'a expliqué, on va vraiment essayer d'avoir des publications assez récurrentes dans la partie post-event. Comme on l'a dit, il y en a beaucoup dans la partie pré, pendant, mais un petit manque dans la partie post, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer, avec énormément de contenu. Dans le contenu en lui-même, on a 2 idées principales. Les premières, c'était de faire des reportages sur des stars, des célébrités, on va utiliser l'influence, l'aura de ces personnes pour générer du buzz, pour créer du contenu. Dans les stars en question, on pensait aux agents 007, les acteurs de James Bond, donc Sean Connery, Pierce Brosnan, parce qu'on connaît tous leur relation avec les Aston Martin dans le temps, donc on est dans les voitures de collection. On pensait aussi à Nick Mason, qui est le batteur des Pink Floyd, qui a une grosse référence de voitures de collection. Donc ça, c'était pour la partie contenu et temporalité. Pour la partie plus synergique, donc lier le digital et puis l'événement physique, on a choisi 2 influenceurs et on voulait faire le principe du takeover, donc c'est de donner les clés de nos réseaux sociaux aux influenceurs pour qu'ils puissent faire partager l'événement avec leur public. Et l'idée, c'était d'en faire des ambassadeurs tout au long de l'année pour qu'ils puissent promouvoir l'événement. Donc pour les influenceurs, on a choisi Mathieu Bonnevie et Tom HDR, deux Français, un de Reims et de Paris, qui sont donc dans le lifestyle, etc. Ce sont des micro-influenceurs, donc l'idée c'est de faire vraiment des partenariats avec eux. Donc il n'y a pas de rémunération. Et voilà, le but c'est vraiment qu'ils promotent l'événement tout au long de l'année. Alors, je précise que je suis la seule du jury à avoir assisté à votre première prestation. Parce que pour votre école, nous étions dispatchés chacune sur des thèmes différents. Sur vos préconisations, je me souviens qu'à l'époque, vous aviez dressé un catalogue, dans le mauvais sens du terme, de plein de choses plus ou moins astucieuses et justifiées. Et là, vous les avez concentrées sur 2 seules recommandations pratiques. Pourquoi celle-ci et pourquoi une telle concentration? Alors, donc l'idée, comme on avait fait un catalogue effectivement de recommandations, parce qu'on avait énormément d'idées pour la durée, pour la temporalité, donc c'est pour ça qu'on vous avait expliqué toutes ces différentes idées. On s'est concentré sur les interviews de stars, parce que c'était pour nous un moyen de générer du buzz, et donc de créer de l'engagement, et animer la communauté. Donc c'était vraiment les 2 idées principales, donc ça c'est pour la partie contenu. Et pour la partie synergie, les influenceurs, parce que comme on vous l'a dit, on était dans une stratégie d'influence. On s'est concentré sur ces 2-là parce qu'ils connaissent Rétromobile. Mathieu Bonnevie, par exemple, si vous allez sur sa page Instagram maintenant, vous allez voir que dans les publications épinglées, il y était l'année dernière. Donc l'idée, c'est, vu qu'ils ont ils sont influenceurs, mais ce sont des micro-influenceurs, c'était voilà, d'en faire des ambassadeurs tout au long de l'année pour qu'ils puissent promouvoir le salon. Faire un mix entre, il y a des gros influenceurs qui vont venir sur le salon, on va avoir une rémunération, des partenariats avec eux, et tout au long de l'année, c'est vraiment les micro-influenceurs qui vont diffuser cette information, donc au fur et à mesure pour étendre la communauté, pour faire venir au moment de l'influenceur qui est un peu plus grand, mais qui eux sont également là pour partager avec tout le monde, donc c'est vraiment une complémentarité entre micro et plus gros influenceurs. Alors, moi j'ai une question sur la concurrence. Est-ce que les concurrents que vous avez cités utilisent des micro-influenceurs également? Pas actuellement. Que des influenceurs? Pour le côté influence n'est pas développé pour le salon Rétromobile et encore moins pour les cibles des passionnés qui sont très difficiles à toucher. C'est vraiment le magazine, le maître mot, donc il va y avoir des personnes très connues comme par exemple sur Turbo, le présentateur. Ça ne va pas être un influenceur utilisé par les salons parce qu'il n'y a pas de rémunération derrière et ce n'est pas une promotion, mais ils en parlent parce que c'est des sujets actuels qui vont intéresser les passionnés.
Donc, ils n'ont pas encore l'utilisation des influenceurs dans le digital et en même temps sur la partie physique, ce qu'on a voulu faire en synergie, donc utiliser des influenceurs, les faire venir sur le salon, l'interagir, mettre des bornes à l'intérieur pour diffuser. Si un influenceur faire des takeovers, utilise le compte Instagram de Rétromobile, les diffuser sur certains stands, dans certains endroits, sachant qu'ils utilisent 3 halls, pour vraiment montrer l'interaction sur le moment et après. Et pour l'instant, ce n'est pas fait et développé par les concurrents. J'ajouterais juste que pour les 2 influenceurs qu'on a choisis, il y en a un qui publie en français et l'autre qui publie en anglais. Donc vu qu'on avait une partie de la clientèle qui est internationale, c'est aussi pour ça qu'on les a choisis. Et voilà, une petite précision. Ils ont quel âge, vos influenceurs? Là, les 2 qu'on a sélectionnés, ils ont entre 30 et 45 ans. Donc ils ont des profils différents. Enfin, en fait, derrière ma question, c'est parce que vous avez fait une grosse recherche sur vos cibles. Et du coup, est-ce que votre choix s'est basé sur du coup votre cible? Parce que du coup, moi, quand je vois la dernière catégorie, par exemple 60 ans et plus, je les vois mal aller sur Instagram et être à fond dedans. Enfin, je me demandais un petit peu comment vous aviez fait ce choix de ces 2 influenceurs-là, si c'était basé sur votre étude d'avant. Alors on a choisi par rapport à leur contenu en fait. C'est-à-dire que sur leur publication, sur la manière de parler, sur leur direct, etc., il y a plusieurs catégories de voitures. Les 3 catégories de voitures dont Valentine a parlé tout à l'heure, elles sont toutes représentées. Donc des young-timers, des avant-guerre, etc. Donc ils vont plaire à peu près à tout le monde. Et dans le contenu, on est quand même dans un contenu assez général qui pourrait plaire aux 3 personas. Donc on est resté dans quelque chose d'assez général et on a vraiment axé notre recherche sur les micro-influenceurs pour une question de budget. La prise de photos, elle est sur Instagram, mais c'est qu'ils sont aussi présents et très actifs sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Donc c'est-à-dire que c'est tout un engouement qui vont faire qu'ils ont entendu du bouche à oreille, on va dire digital, et ils vont se renseigner pour y aller. Parce que les plus de 60 ans, c'est une faible entre guillemets partie, mais c'est aussi des internationaux les internationaux ont une culture beaucoup plus digitale du fait de leur passion, du fait de leur entourage, et c'est comme ça que voilà le titre indicatif d'Instagram, mais c'est vraiment sur tous les réseaux dont lesquels ils sont présents. En fait, je reviens juste sur le sujet qui était d'engager les communautés d'influenceurs digitaux. J'ai compris quel était l'intérêt finalement pour Rétromobile d'avoir ces micro-influenceurs. Par contre, j'ai quand même encore du mal à comprendre pourquoi ces 2, par exemple, les 2 que vous avez choisis, micro-influenceurs, sans être rémunérés, participeraient finalement à cet engagement de communauté de Rétromobile. Parce qu'en fait, tous ceux qui participent à Rétromobile, ce sont des passionnés. On est dans un secteur de niche, donc ils sont vraiment passionnés. Et comme je disais, Mathieu a déjà participé à Rétromobile dans le passé de son côté. Donc on pense qu'il va le faire par passion, qu'il ne va pas vouloir le faire d'une manière professionnelle et se faire rémunérer. Et vu que c'est un micro-influenceur, il n'est pas assez important pour que dans la négociation, il puisse demander à être rémunéré. Les micro-influenceurs, et dans ce secteur-là, c'est la passion qui prime sur le côté économique, et c'est sur ça qu'on le fait, parce qu'actuellement, on les a recherchés, ils étaient déjà passionnés, et c'est vraiment l'échange, parce que dans un monde masculin avec beaucoup d'ego, le but, c'est de trouver le bon phare pour la bonne voiture sur le bon modèle, et de le montrer derrière, c'est le côté esthétisme, c'est le côté élitiste, et c'est par passion qu'on va essayer d'engager les influenceurs et les micro-influenceurs pour vraiment ouvrir une grande communauté, où oui, on n'a pas la même passion pour tel ou tel modèle, mais on est présent et on veut vraiment à toucher à l'affect, à la passion, et c'est ce qui va engager les personnes derrière, parce qu'ils se disent, s'il va parler de ça, s'il est intéressé par ça, moi aussi, je vais le suivre, ça va être intéressant, et je vais continuer à m'engager pour aller plus loin après dans la stratégie. On joue sur les émotions en fait. Une dernière question. Alors avant ma question, j'ai une information à vous donner. Paraît-il que la moitié de l'humanité, et même plus, est constituée de femmes. Votre sujet était de faire aussi venir plus de public. Donc pourquoi pas aller voir cette partie de l'humanité qui ne fait pas qu'enfanter et mettre du maquillage. Pourquoi n'avez-vous pas investigué en ce sens ? Parce que dans la mise en place du projet, on a vraiment discuté avec les professionnels de Rétromobile qui réalisent chaque année de nombreuses enquêtes marketing, et depuis les 43 éditions précédentes, il y a eu des tendances qui se sont vraiment dégagées. Et les femmes ont été à un moment donné un point d'accès en disant bon, on va faire venir plus de personnes, on va augmenter notre public et on va faire venir les femmes avec des espaces dédiés, et puis pour l'accompagnement certes, même si elles ne sont pas passionnées. Et c'est vrai que ça n'a pas été
vraiment un succès, dans le sens où les hommes, quand ils sont dans leur passion, qui vient d'eux-mêmes, qu'ils ont développé, qu'ils nourrissent chaque jour en venant sur ce salon, c'est vraiment un autre côté que la femme ne veut pas exploiter, parce qu'aujourd'hui, l'auditoire et le public qui vient sur les salons sont vraiment masculins. Donc oui, on pourrait, mais c'est une délibération et un choix stratégique de ne pas avoir axé nos influenceurs sur les femmes. Parfait. Merci beaucoup à vous. Merci. On peut les applaudir.